Donc là, on a fini l'analyse de variance à deux critères croisés. C'est vrai que j'ai assez limité le truc en disant il y a deux variables indépendantes qui sont croisées, mais vous savez qu'on peut croiser plus que deux variables indépendantes, on peut avoir des plans expérimentaux avec plus que deux variables indépendantes. Alors ça complexifie non seulement le plan expérimental, il faut plus de sujets, mais évidemment au niveau statistique ça complexifie les choses parce que vous aurez plus d'effets d'interaction et de ce genre de choses. Donc il ne faut pas non plus avoir trop de variables indépendantes croisées, sinon vous n'y voyez plus rien, vous ne savez plus interpréter vos données. Mais donc, en prolongement, on peut avoir plus que deux critères, plus que deux variables indépendantes. D'accord, c'est possible. Nous, on a considéré que l'effectif de case était constant. Ça peut ne pas être le cas. Et puis, nous, on a toujours considéré une mesure, une variable dépendante pour chaque sujet. On peut avoir des plans expérimentaux avec plusieurs mesures répétées pour chacun des sujets. C'est ce qu'on appellera une ANOVA multivariée, qui va donc traiter des plans où chaque individu statistique fait l'objet de plusieurs mesures. Donc plusieurs VI, mais aussi plusieurs VD. Ça, on ne s'inquiète pas, il y a des logiciels statistiques pour résoudre ce genre de choses et qui le font très facilement. Ça va? Donc ça, je ne vous demande pas de savoir le faire. Au niveau des postulats, donc comme j'ai dit tout à l'heure, attention, normalement, il faut respecter ce qu'on appelle l'homocédasticité des variances. C'est-à-dire que les variances des populations doivent être homogènes. Donc, s'il y a des variances trop différentes entre... c'est beau, homocédasticité. Hein. Au Scrabble, ça fait beaucoup de couleurs. Ça peut rapporter gros. Beaucoup de lettres, quand même. Je sais plus ce que je veux dire. Donc, il faut que les variances soient plus ou moins identiques. C'est ça que ça veut dire. Et il faut normalement que les populations soient normalement, quand je mets normalement en italique, ça veut dire suivant la loi normale, hein, la courbe de Gauss, distribuée. Donc c'est clair qu'avec l'exemple que je vous ai donné, avec 3 données, c'est pas possible. Normalement, on ne devra pas, c'est avec beaucoup plus de données que vous pouvez appliquer ce genre de procédure. Et puis ça, le prolongement qui est par rapport aux différences. Donc je vous rappelle qu'en analyse de variance, vous allez pouvoir dire qu'il y a un effet de telle variable, et donc si cette variable a 4 niveaux, vous allez pouvoir dire qu'il y a des différences entre les moyennes de mes 4 groupes. Mais où se situent les différences, l'analyse de variance ne vous le dit pas. Elle vous dit juste, globalement, il y a des différences entre les 4 groupes. Et donc, si vous voulez, si l'analyse de variance vous dit qu'il y a un effet systématique, un effet significatif de telle variable, ben alors il est intéressant d'utiliser d'autres procédures, par exemple un test de student pour échantillon indépendant, pour comparer alors les méthodes 2 à 2 pour aller voir où se situent les différences entre les 4. Est-ce que c'est entre la première et la troisième, la deuxième? Et donc c'est ce qu'on appelle aussi des tests post-hoc. Donc dans le logiciel de stats, vous pouvez à un moment donné cocher test post-hoc qui vous permet de faire les croisements 2 à 2 pour voir où se situent les différences. Ça va? Parce qu'une variance vous donne des différences, mais globales.